Une législation imparfaite ou une simple négligence peuvent avoir des conséquences désastreuses, comme le montre la réalité. De nombreux criminels pourraient être arrêtés avant que quelque chose d'irréparable ne se produise. Malheureusement, la chance est peut-être de leur côté. Comment expliquer autrement ce massacre sanglant en France? Aujourd'hui, nous parlerons des événements qui ont secoué le Savino College. Il s'agit d'un établissement d'enseignement privé prestigieux, semblable à un internat de lycée, situé à Chambon-sur-Lignon en Haute-Loire, en France. Dans ce document, les enfants non seulement étudient, mais vivent également en permanence séparément de leurs parents. La localité est une petite commune où vivent environ 2000 personnes. L'établissement d'enseignement était l'objet le plus visible de la région. La majorité des résidents locaux étaient associés au Savino College, ils y étudiaient ou y travaillaient. L'établissement d'enseignement a ouvert ses portes en 1938 et a accumulé une solide histoire tout au long de son activité. Pourtant, cela n'a jamais été aussi sanglant qu'en 2011. Cette année, il y a eu de nombreux chocs qui ont joué un rôle important et se sont soldés par une tragédie. En 2011, l'établissement d'enseignement connaissait de graves difficultés financières, il était au bord de la faillite et la direction tentait de le maintenir à flot. Cela semblait logique, car malgré tous les problèmes, c'était l'établissement d'enseignement le plus célèbre de toute la région. Le collège fonctionnait sur la base d'un accord d'association avec l'État, mais la situation était très précaire. Il y avait de moins en moins d'étudiants, donc il y avait un manque d'argent catastrophique. Dans ce contexte, le coût des services éducatifs a diminué, presque tout le monde a été accepté, sans prêter attention à son curriculum vitae et à ses résultats scolaires. Les étudiants étaient laissés dans le flou en fait, ils risquaient de ne jamais obtenir leur diplôme universitaire. Cela a touché toutes les catégories d'étudiants et provoqué beaucoup d'agitation et de mécontentement parmi les familles. Durant toute cette crise, Anne-Sophie Marin était une jeune fille de 13 ans qui, peu avant l'issue tragique, a été transférée d'une autre école. Ses parents, Frédéric et Paula, pensaient que l'ancien établissement d'enseignement parisien avait une mauvaise influence sur l'adolescente. Là, elle s'est retrouvée en mauvaise compagnie, ce qui a affecté le comportement d'Anne-Sophie. Elle a été surprise par des enseignants alors qu'elle fumait de l'herbe dans la cour de récréation de l'école et a triché à plusieurs reprises alors qu'elle sortait avec des amis. Les professeurs critiquent le comportement d'Anne-Sophie, son bulletin scolaire est loin d'être bon. Malgré cela, l'héroïne de l'histoire avait de bonnes notes dans toutes les matières. C'était une adolescente consciencieuse, s'efforçant de faire des études et de bâtir une carrière de réalisatrice. Sa mère et son père ont donc jugé nécessaire de protéger la jeune fille de la mauvaise compagnie. Dans ce contexte, les parents ont demandé leur admission au Savino College. Malgré un mauvais comportement et un transfert dans un autre établissement scolaire, Anne-Sophie entretient de bonnes relations avec ses parents. Frédéric et Paula pensaient qu'étudier dans ce collège profiterait à Anne-Sophie. L'héroïne de l'histoire a changé d'école et a dû à nouveau s'adapter à la classe. De plus, il y a eu quelques changements dans le programme de profil, j'ai dû accorder beaucoup d'attention à mes études. Cependant, ce n'était pas un problème pour la intelligente Anne-Sophie, qui a toujours eu de bons résultats scolaires. À cette époque, les parents travaillaient en banlieue parisienne et venaient rendre visite à leur fille toutes les 3 semaines. Anne-Sophie était agréable et jolie, gentille et joyeuse, elle s'entendait facilement avec les gens, elle rejoignait donc facilement la nouvelle équipe et se faisait des amis. Ici, on l'a également vue en train de fumer à différents endroits, mais cela n'a dérangé que peu de personnes dans le nouvel établissement d'enseignement. Ce n'était pas un problème, beaucoup fumaient partout où ils voulaient, et le personnel enseignant ne se souciait pas de savoir s'il s'agissait de simples cigarettes ou d'autre chose. La nouvelle école était située sur un vaste terrain entouré de forêts. En règle générale, l'après-midi était à la disposition libre des étudiants, alors les adolescents se réunissaient et s'amusaient ensemble en se promenant dans le quartier. Dans la plupart des cas, ils ont été laissés à eux-mêmes, sans surveillance, et de nombreux étudiants ont abusé de leur position. Le 16 novembre 2011, tous les étudiants ont déjeuné à la cafétéria. Une fois les cours terminés, Chambon-sur-Lignon est une petite ville et il fallait environ 15 minutes à pied pour aller du campus au centre. En règle générale, les étudiants se réunissaient et se promenaient, après quoi ils retournaient sur le campus. Ce jour-là, comme d'habitude, ils se sont rencontrés et se sont rendus sur la place centrale de la ville, Agnès était en compagnie. Les étudiants devaient retourner sur le campus à 16h30 comme d'habitude, tous les étudiants sont arrivés à l'heure ou légèrement en retard, mais Agnès n'était pas parmi eux. La fille était l'une des étudiantes les plus jeunes,
la direction portait donc une grande responsabilité à son égard. La disparition a été immédiatement signalée aux enseignants qui, sans grande hésitation, ont contacté la police pour signaler la disparition de la jeune fille. Après l'arrivée des gendarmes sur le campus, plusieurs groupes d'étudiants, d'enseignants et de forces de l'ordre ont été rassemblés. Ils se sont tous rendus en ville et ont fouillé les environs dans l'espoir de retrouver la femme disparue. Mais à minuit, ils furent tous obligés de regagner leur dortoir, il commençait à faire nuit et il était temps pour les élèves de se préparer pour le prochain jour d'école. Malheureusement, Agnès n'a jamais été retrouvée, ni aucune trace de l'écolière. Les gendarmes ont continué à ratisser les environs, mais cela n'a également donné aucun résultat. Les détectives ont parlé avec des étudiants de l'entourage immédiat de la jeune fille. Finalement, une amie de la femme disparue, Estelle, s'est approchée d'eux. Elle était avec Agnès le jour de sa disparition. Selon l'adolescent, ils se sont rencontrés sur la place principale située au centre-ville. Les amis ont marché ensemble et sont allés dans des directions différentes vers 14h30, l'ami n'a plus revu Agnès. Estelle n'a pas étudié dans cette école, mais les filles se voyaient régulièrement et communiquaient, une telle rencontre devenait monnaie courante et il semblait qu'elle n'avait rien de spécial. Les gendarmes lui ont de nouveau parlé le 17 novembre et soudain, son récit a changé. Elle a raconté qu'en se promenant dans la ville, Agnès s'est tordu la cheville, c'est pourquoi ils ont été retardés sur la place. Cependant, Estelle ne pouvait pas l'accompagner car elle était pressée, ses parents l'attendaient à la maison. Cependant, Agnès n'a pas demandé d'aide. Il semblait que la femme disparue allait rencontrer un jeune homme et n'avait pas besoin de compagnie. L'ami est simplement parti, après avoir convenu d'un prochain rendez-vous. Cette histoire a semblé douteuse à la police. Le mensonge de l'ami semblait infondé, il ne comprenait pas pourquoi Estelle n'avait pas immédiatement signalé un certain type qui pourrait être un indice important dans l'enquête. Les policiers sont devenus accros à cette information et ont tenté d'obtenir davantage d'informations auprès de l'ami de la femme disparue, mais elle ne les avait pas. Estelle a admis qu'elle avait été obligée de mentir, qu'elle allait faire quelque chose de mal, alors elle a demandé à ne donner aucune information sur elle. Tout cela semblait encore plus étrange, car la fille avait disparu, pourquoi était-il nécessaire de la couvrir maintenant? On supposait que l'héroïne de l'histoire s'était simplement enfuie de l'école, peut-être à cause de problèmes. Du coup, Estelle est devenue suspecte à cause de ses mensonges, son alibi a été soigneusement vérifié. Assez vite, les propos de l'adolescente se sont confirmés, elle est effectivement rentrée chez elle après la rencontre, et des connaissances l'ont rencontrée en chemin. Le jour de la disparition d'Agnès, les amis ont correspondu et se sont donné rendez-vous le lendemain. La femme disparue envoyait des SMS depuis son téléphone portable, mais a probablement ensuite coupé les moyens de communication. Personne d'autre n'a pu joindre l'écolière. Estelle croyait que sa batterie était tout simplement épuisée et Agnès elle-même s'est enfuie parce qu'elle n'aimait pas ça à l'école et qu'elle voulait depuis longtemps le faire. Cette version est devenue de plus en plus plausible. En essayant de déterminer dans quelle direction chercher la jeune fille, les enquêteurs, par correspondance, ont identifié un jeune homme, celui-là même qu'Agnès était censée rencontrer. Il s'est avéré qu'il s'agissait du lycéen Mathieu Lenz, alors âgé de 17 ans. Naturellement, il pouvait détenir des informations précieuses et intéresser les gendarmes. Lorsque nous l'avons rencontré, nous avons remarqué de nouvelles égratignures sur ses mains et son visage. Les camarades de classe ont confirmé qu'ils étaient apparus le jour même de la disparition d'Agnès. Cependant, le gars lui-même a trouvé une excuse en disant qu'il avait abusé de substances illégales et que ce jour-là, alors que tout le campus se promenait dans la ville, il en avait trop et est tombé dans les mûriers, où il a été gravement égratigné. Ils ont décidé de vérifier ses propos en discutant avec d'autres étudiants, ils ont confirmé qu'ils avaient entendu cette histoire, mais tout le monde doutait de sa véracité. Des témoins ont déclaré que Mathieu était sorti des bois près du campus vers 17h. À ce moment-là, tout le monde était surpris et ne comprenait pas ce qu'il pouvait faire là, car tout le monde était déjà dans le bâtiment lorsqu'ils ont commencé à poser des questions aux gars à ce sujet. Mathieu se met soudain en colère et s'emporte. Tout cela a éveillé de sérieux soupçons, mais les gendarmes n'étaient pas pressés de tirer des conclusions et ont donc commencé par vérifier les informations sur l'adolescent. Mathieu Lino était originaire de Najassor, dans le Gard. Il avait 2 sœurs cadettes. Le gars se démarquait à l'école, semblait étrange et se tenait à l'écart des autres, portait des vêtements de style gothique, promouvait ouvertement un style de vie rebelle, la désobéissance aux parents et aux enseignants. Au lycée, il se vantait souvent de son piratage Internet et de sa consommation de drogue.
Mathieu était insociable et ne s'intégrait pas bien dans la société. Pour satisfaire ses besoins destructeurs, il braquait des pharmacies alors qu'il était encore à l'école. Le jeune homme avait de mauvaises notes, à tel point qu'ils ont voulu le suspendre de l'école à 2 reprises. La plus inoffensive de la liste des violations était le visionnage régulier de films pour adultes, y compris sur l'ordinateur de l'école. Il est devenu évident que le comportement de cet homme était dans une spirale descendante et il a commencé à avoir des démêlés avec la justice. Dans ce contexte, il semblait que le jeune homme pourrait bien être impliqué dans la disparition de l'écolière et devenir le principal suspect. Les forces de l'ordre ont immédiatement remarqué un comportement étrange chez le jeune homme. Beaucoup l'ont décrit comme un homme ayant des besoins particuliers. Mathieu étudie à l'école depuis novembre 2010. Le gars rendait souvent visite à ses proches le week-end à Gare, où se trouvait la maison familiale. Le lycéen avait également une fille parmi ses connaissances. Ils passaient souvent leurs vacances dans le sud de la France. Le gars aimait jouer à des jeux vidéo, fumer de l'herbe, se droguer et connaissait également bien l'alcool. Beaucoup ont fait valoir qu'en état d'ébriété, Mathieu cesse de se comporter correctement, mais cela ne l'a pas empêché de boire régulièrement et même d'apporter de l'alcool à un établissement d'enseignement. Il était un étudiant désobéissant, avait des démêlés avec la justice, mais ne s'impliquait pas dans les cercles criminels, peut-être vivait-il simplement avec plus d'acuité une période de transition de sa vie. Le comportement de Mathieu était suspect. Les gendarmes ont immédiatement soupçonné que le jeune homme mentait en répondant aux questions. Les détectives ont décidé de lui parler plus en détail et ont commencé à aborder progressivement les questions sur la disparition d'Agnès. Le jeune homme a admis l'avoir vue sur le campus, mais ils n'ont pas communiqué, ils se sont simplement dit bonjour en se croisant. Selon lui, ce jour-là, il allait rencontrer sa petite amie. Mathieu a nié toute implication dans la disparition de l'écolière. Mais malgré l'apparente conviction, il a été décidé de le placer en détention jusqu'à ce que les circonstances soient clarifiées. À ce moment-là, les parents de la femme disparue sont arrivés en ville. Ils ont commencé à chercher leur fille, ont parlé aux journalistes et ont publié des tracts avec ses photos. Frédéric et Paula ont parlé à de nombreux passants dans la rue, mais n'ont rien appris de valable. Selon ses parents, Agnès, malgré de récents problèmes de comportement, n'avait pas tendance à s'enfuir ainsi. Au contraire, elle était une fille au foyer et ne s'enfuirait jamais. Tout ce qu'elle pouvait faire, c'était sortir avec des amis. Si elle s'est vraiment enfuie, elle a dû laisser des traces. Agnès aurait dû être filmée par des caméras de vidéosurveillance situées aux sorties de la zone peuplée, où un témoin aléatoire aurait pu se souvenir de la jeune fille, mais pour une raison quelconque, elle est passée inaperçue de tout le monde. Malheureusement, tous ces efforts de recherche ont été vains. Le public s'est de plus en plus impliqué dans cet événement. Les gendarmes ont activement communiqué avec d'éventuels témoins, les amis les plus proches de la personne disparue, ainsi qu'avec son entourage scolaire. Pendant que Mathieu était en garde à vue, sa chambre d'étudiant sur le campus a été fouillée. Des vêtements ont été trouvés ici qui semblaient très sales, ce qui semblait suspect. Selon certains témoins, lorsqu'il est sorti de la forêt, il portait exactement ces vêtements le jour de la disparition d'Agnès. Le jeune homme expliquait la saleté de ces choses par sa chute dans un buisson épineux, tout comme les égratignures sur son visage et ses mains. Néanmoins, ces blessures ressemblaient à des blessures défensives. Il a clairement souffert dans la lutte. Les vêtements trouvés dans sa chambre ont été transportés au laboratoire pour examen. Les gendarmes ont décidé de reparler au suspect. Soudain, son histoire a commencé à changer. Le lycéen a admis qu'il avait effectivement rencontré Agnès ce jour fatidique et qu'il allait l'accompagner à la recherche de champignons hallucinogènes dans la forêt située autour du collège. Selon le gars, lui et sa petite amie ont réussi à découvrir ce qu'ils voulaient essayer. Ensemble, ils ont tout consommé. De plus, le jeune homme fumait de l'herbe, ce qui renforçait l'effet. Selon le suspect, après cela, il a perdu le contrôle de lui-même et est tombé dans un mûrier, puis est devenu tellement hors de la réalité qu'il ne pouvait plus dire où était allée sa petite amie. Les écoliers ont cherché Agnès dans la forêt, mais n'ont rien trouvé. En fin de compte, il a été contraint de simplement retourner sur le campus. Cependant, ses propos ont été démentis lorsque la prise de sang du jeune homme est revenue. Aucune trace de champignons n'a été trouvée sur lui, ce qui signifie qu'il a simplement menti. En réponse aux nouvelles questions des détectives, Mathieu a recommencé à ajouter de nouveaux détails à son histoire, admettant qu'il était tombé dans un buisson épineux avec sa petite amie,
mais a laissé la faim la même, il aurait perdu connaissance, puis s'est réveillé, n'a pas trouvé et est simplement retourné à l'université. Au commissariat, avec le jeune homme, il y avait un avocat qui lui recommanda de se rendre à cet endroit précis de la forêt et de tout montrer au détective, mais il refusa. Les policiers ont alors décidé de se rendre seuls à l'endroit que Mathieu a décrit et qui a été indiqué par des témoins qui l'ont vu sortir de la forêt. Des recherches à grande échelle ont été menées dans cette zone avec la participation d'hélicoptères, de plongeurs et de chiens de recherche. Tout s'est avéré n'avoir pas été vain, une scène d'horreur les attendait, qui a choqué toutes les forces de l'ordre. Jusqu'au dernier moment, la police espérait retrouver la jeune fille vivante et indemne. Au lieu de cela, un corps les attendait dans la forêt, mutilé et partiellement calciné, avec des signes évidents de viol. Ses vêtements ont été partiellement enlevés et remontés. Pour tomber dans les buissons, ses vêtements ont été clairement arrachés et elle a été violée. Les parents ont été immédiatement informés du résultat désastreux des recherches. Alors que les gendarmes regagnaient la salle d'interrogatoire, le corps a été envoyé au médecin légiste. Le moment était venu d'obtenir des aveux du suspect. Personne ne doutait de la culpabilité de Mathieu. En fait, le gars n'a même pas beaucoup résisté, sur fond de preuves irréfutables découvertes, il a assez rapidement avoué le meurtre. Tout d'abord, on lui a demandé pourquoi le corps de la victime était dans un état aussi lamentable. Selon lui, immédiatement après le viol et le meurtre, il a utilisé une bonbonne de gaz qu'il avait avec lui, il a réussi à mettre le feu aux vêtements de l'écolière, après quoi le jeune criminel est simplement parti, espérant que le corps brûlerait jusqu'au sol. Mais ses attentes, heureusement, n'ont pas été satisfaites. Lorsqu'il se retrouve dans la forêt avec Agnès, il l'attaque de manière inattendue et décide de l'immobiliser. Pour ce faire, il a utilisé son jouet préféré, qu'il accompagnait depuis son enfance, celui-ci. C'est à ce moment-là que la lutte a commencé et Agnès s'est gratté le visage et les mains, mais il était beaucoup plus grand, plus âgé et plus fort, il a donc pu facilement vaincre l'écolière. Le jeune homme a ensuite enlevé le même objet qui liait les mains de la victime et a joué avec pendant les interrogatoires. Mathieu s'amusait allègrement avec lui pendant qu'il répondait aux questions des enquêteurs. Après avoir été examiné par un médecin légiste, des détails encore plus troublants de cette attaque brutale ont été révélés. Le bourreau a méthodiquement et brutalement battu la jeune fille si violemment que l'héroïne de l'histoire a eu le bras gauche et les 2 tibias cassés. Après le viol, le monstre lui a infligé 17 coups de couteau à la poitrine et au visage. Ils ont réussi à trouver des blessures défensives sur son corps, et sous ses ongles il y avait encore des particules de peau d'un lycéen en qui elle avait confiance en sa naïveté. Il n'y avait aucun doute, Mathieu était un meurtrier. La jeune fille a été enterrée à Paris le jour où elle aurait eu 14 ans, le 26 novembre 2011. La cérémonie d'adieu s'est déroulée en présence de nombreuses personnes attentionnées, venues soutenir la famille dans les moments difficiles. Il s'est avéré qu'Agnès n'était pas la première victime de Mathieu. En août 2010, une enquête était en cours pour une agression sur une autre jeune fille. Elle s'est avérée être une connaissance de Mathieu, Julie, 15 ans, qui vivait avec ses parents dans le Gard et était voisine de ce monstre. Ils ont parlé longtemps et le gars a fait semblant d'être un ami, même si en réalité il avait des projets beaucoup plus sinistres pour elle. Peu de temps avant l'attaque, il lui a emprunté 10 € et, lorsqu'il a décidé de rendre l'argent, il a attiré la jeune fille dans la forêt la plus proche et l'a attachée à un arbre avec des lacets. Tout cela a été fait intentionnellement, puisque le criminel s'était préparé à l'avance et avait emporté chez lui tout ce dont il avait besoin. Julie a été violée, mais dans ce cas, il ne l'a pas battue. Peut-être que je n'ai pas eu le temps. Selon la victime, elle est miraculeusement restée en vie, mais uniquement grâce à un appel de sa mère, qui a littéralement senti que sa fille était en danger. Lorsque le téléphone portable a sonné, Mathieu s'est arrêté, s'est confus, a eu peur et l'a lâché. Julie a tout raconté à la police, le gars a été arrêté, il a pleuré pendant l'interrogatoire au commissariat, essayant de se faire pitié. Julie était sûre que sans cet heureux accident, elle serait assurée de devenir la première victime de Mathieu. Malgré la gravité de l'attaque contre Julie, l'homme n'a pas reçu la punition qu'il méritait. Le jeune homme a été en détention provisoire pendant 4 mois. 4 psychiatres ont travaillé avec lui en même temps. L'un des spécialistes est arrivé à la conclusion que Mathieu peut être pleinement réhabilité et ne présente pas de danger pour la société. Sur la base de cette évaluation, le juge l'a libéré à condition qu'il suive une thérapie et quitte la région. La famille du jeune homme a également déployé de grands efforts pour obtenir sa libération.
Les parents du lycéen ont visité une vingtaine d'établissements d'enseignement différents dans l'espoir qu'au moins quelqu'un accepterait leur fils pour l'éducation. Il a été expulsé de son école précédente, mais il lui fallait faire des études. Près d'une vingtaine de demandes ont été refusées jusqu'à ce que la famille s'inscrive au collège, où Agnès s'est ensuite inscrite. Tout cela semblait absurde, car la plupart des filles de 13 à 17 ans étudiaient ici. Il était incompréhensible qu'un jeune homme ayant de tels démêlés avec la justice en raison de violences puisse être accepté dans l'enceinte d'un établissement d'enseignement. Apparemment, il ne pourrait être autorisé à entrer dans une telle institution que s'il ne se penchait pas du tout sur le passé de leur charge. Et il n'y a eu aucun avertissement de la part des forces de l'ordre concernant Mathieu. Cependant, plus tard, lors du procès, le directeur a déclaré qu'il était réellement au courant des problèmes de cet homme, mais qu'il n'avait pas approfondi leur cause profonde. Il s'est avéré que le père du jeune délinquant a personnellement parlé avec le directeur du collège et a assuré que tout irait bien, et que les problèmes de son fils dans le passé étaient associés à une rupture infructueuse avec une fille qui a simplement décidé de se venger de lui. Et a signalé un viol. Le directeur de l'école l'a cru. Le père d'une adolescente en difficulté a délibérément menti pour entrer à l'école, ce qui a entraîné des représailles brutales contre Agnès. Les détectives ont conclu que l'admission d'une personne potentiellement dangereuse dans les rangs des lycéens était liée à l'argent. Durant cette période, le collège connaissait de sérieux problèmes de financement, et chaque étudiant avait droit à 1000 par an. Ainsi, l'adoption de Mathieu était purement économique. La direction de l'établissement d'enseignement dans son ensemble n'était pas particulièrement intéressée par qui étudierait. L'essentiel est qu'il y ait des étudiants. Tout cela semblait impensable. Le procès de Mathieu a été extrêmement controversé et a suscité une grande polémique auprès du public. La mère et le père de la femme assassinée, la direction de l'université et les forces de l'ordre ont été soumis à de fortes pressions. Selon la loi du pays, les mineurs sont jugés à huis clos pour avoir commis des délits graves. Les familles des victimes ont insisté sur le fait qu'elles souhaitaient rendre l'audience partiellement publique. Il était entendu que des journalistes seraient présents aux étapes clés du procès, car cela permettrait de faire connaître l'essence du problème et de comprendre qui était exactement responsable de ce qui s'était passé. Au moment du meurtre, il restait à Mathieu un peu plus d'un mois avant de devenir majeur. Néanmoins, la loi et la défense pourraient exiger un procès à huis clos. Cependant, cela a été fait. Une audience partiellement publique a été refusée. Il est curieux que le psychiatre qui ait décidé que le jeune homme pouvait être réhabilité après avoir attaqué la première fille et ne représentait pas de danger n'avait jamais eu affaire à des criminels ou à des crimes sexuels. En fait, il s'agissait d'un spécialiste novice qui n'avait pas les qualifications appropriées et ne pouvait pas évaluer pleinement l'état du patient. D'autres psychiatres ayant participé à l'examen ont noté que Mathieu semblait inadéquat. Il s'est comporté de manière imprévisible et dangereuse. L'étudiant n'était pas du tout intéressé par ce qui se passait, il n'éprouvait aucun remords et ignorait presque complètement les tentatives des spécialistes pour le joindre. Il s'autorisait souvent à se comporter de manière agressive envers les spécialistes, proférant même des menaces lorsqu'il s'énervait à l'improviste. Il semblait n'avoir aucune compassion, comme il l'a lui-même admis. Selon le jeune délinquant, il a ressenti à plusieurs reprises une certaine impulsion qui l'a poussé à commettre des délits. La première fille fut victime exactement du même élan, puis Agnès connut le même sort. Finalement, après le meurtre, il a subi un examen psychiatrique complet. Mathieu a reçu un diagnostic de troubles paranoïaques et schizoïdes. On pensait qu'il était extrêmement dangereux pour la société, mais il a été jugé sain d'esprit et apte à subir son procès. Compte tenu de son âge au moment du crime, le tueur était censé être jugé comme un mineur, ce qui impliquait une peine plus clémente. Cependant, la décision a été prise de le juger comme un adulte en raison de la brutalité du crime. À l'issue du procès, le 28 juin 2013, Mathieu est condamné à la réclusion à perpétuité pour le viol et l'agression de Julie, ainsi que pour le viol et le meurtre d'Agnès. C'est la deuxième fois dans l'histoire de France qu'un mineur est condamné à perpétuité. L'avocat n'était pas d'accord avec cela car l'accusé n'avait pas suivi un traitement approprié. Le diagnostic des spécialistes indiquait clairement qu'il était malade et le militant des droits humains a fait appel à ce sujet. Mathieu devait être rejugé en septembre 2014. Ces audiences sont devenues encore plus douloureuses pour la famille du défunt, en grande partie à cause du comportement du criminel lors du deuxième procès. Il parlait beaucoup plus souvent et avec plus d'assurance. Les paroles de Mathieu n'étaient pas celles d'un repentant.
Il semblait apprécier la souffrance de la famille de la victime, qui devait revivre toutes ces horreurs. J'ai donc tout décrit en détail, même avec plaisir. Il a admis qu'il avait toujours aimé voir les gens souffrir. L'accusé a déclaré qu'après le meurtre d'Agnès, il était resté longtemps dans un état d'euphorie et avait ressenti le besoin de commettre des crimes similaires. Il est devenu évident que s'il n'avait pas été arrêté, il aurait encore tué. Sur la base de ces déclarations, le jury a confirmé le verdict. L'avocat a ensuite décidé de faire appel, estimant la peine trop sévère. Cet appel a été rejeté le 7 février 2014. Les parents d'Agnès ont porté plainte contre l'État pour négligence grave. Ils croyaient qu'en raison d'une erreur du psychiatre, du juge et du système dans son ensemble, un dangereux criminel avait été libéré et que leur fille avait été attaquée, et que toutes les personnes impliquées dans l'incident n'avaient pas reçu la punition qu'elles méritaient. La Cour de cassation de Paris a donné raison à la famille de la jeune fille blessée. Pour négligence pénale, il a été décidé de verser une indemnité d'un montant de 185 000 €. Malgré cette petite consolation, l'objectif des parents n'était pas le paiement. Les proches de la femme assassinée voulaient démontrer l'imperfection du système judiciaire et répressif et influencer sa révision. Le Savino College a finalement fermé ses portes en 2014. En fait, il a tout simplement fait faillite, en particulier sur fond de scandales retentissants impliquant l'inscription d'un criminel potentiellement dangereux parmi les étudiants. La situation des proches de Mathieu était dès le début peu enviable puisqu'au moment du crime, ils en portaient la responsabilité civile. Selon certaines rumeurs, le père du criminel aurait joué un rôle important dans sa libération et son admission à l'université. La famille a subi la pression du public. Les gens croyaient que tout ce qui s'était passé était une conséquence de leur comportement de dissimulation, qui a conduit à la tragédie. Les parents ont dû organiser un traitement obligatoire pour leur fils dans une clinique psychiatrique, puis assurer la surveillance de l'adolescent retiré de la garde à vue. Au lieu de cela, le père a simplement envoyé son fils à l'école loin de chez lui, où il n'y avait pratiquement personne pour s'occuper de lui. Ainsi, selon le public, les parents sont indirectement responsables du meurtre. Certains ont estimé que ce cas particulier constituait plutôt une exception à la règle. Mathieu était un malade mental et les parents essayaient désespérément d'aider leur enfant, de le socialiser et de l'intégrer dans la société, sans savoir à quel point il était dangereux. Au moins, les parents eux-mêmes ont fait de telles déclarations, et partout où ils le pouvaient. Ils sont apparus sur presque toutes les chaînes de télévision populaires en France, sur tous les supports possibles. La mère et le père de Mathieu ont même écrit un livre sur la vie de leur famille. Ils y décrivent comment leur fils ne ressent toujours aucun regret pour ce qu'il a fait. Eh bien, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, discutons de cette histoire dans les commentaires. J'ai lu tous les commentaires. Merci à tous et au revoir.